Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Valentin et on se retrouve pour le lancement d'une nouvelle série qui va porter sur l'architecture des ordinateurs et on va voir au cours de ce premier épisode le fonctionnement d'un ordinateur. Il n'y a aucun prérequis qui est demandé pour suivre cette série, je vais juste te demander d'être un petit peu curieux et je vais en fait te présenter à travers une approche historique les premiers ordinateurs et les ordinateurs modernes, savoir différencier les principaux composants et surtout leur fonctionnement. On va suivre le schéma que tu vois à l'écran, et pour attaquer sur la première partie, on va considérer d'une personne qui est considérée comme le père de l'informatique moderne, Alan Turing. On voit ici une photo d'un prototype qui est considéré comme l'un des premiers ordinateurs, qui s'appelle le Pilot Ace en 1950, et tu peux voir déjà que c'était quelque chose d'assez imposant. Alan Turing est connu pour deux travaux, le premier en 1937 dont on va un peu parler, et le deuxième en 1950 qui explique un peu les bases et les prémices de un programme informatique, entre gros guillemets l'intelligence. Il définit dans le premier papier, en 1937, qu'on peut créer ce qu'il appelle une séquence calculable, qu'il appelle lambda dans son papier, et en gros, elle pourrait s'écrire en binaire comme une suite de 0 et de 1. Et par rapport à une table de vérité qui serait prédéfinie, on pourrait représenter mathématiquement n'importe quel problème à l'aide de cette séquence. Donc si on est capable de représenter mathématiquement n'importe quel problème à l'aide d'une séquence et qu'une machine est capable de lire une telle séquence, alors on crée un ordinateur. Le prototype du Pilot Ace, alors on va regarder un peu parce que mécaniquement c'était assez intéressant comment c'était réalisé. Il y avait une espèce de bande en fait qui contenait les 0 et les 1, et donc la bande supposée infinie, donc qui représente, tu le comprends, la mémoire un peu du programme. Et donc on avait deux moteurs qui entraînaient du coup des rouleaux que tu vois ici. Le rouleau qui permettait de lire, d'effacer et d'écrire. Et ensuite, une fois que le symbole était scanné, et du coup, il y avait une certaine logique derrière qui, en fonction de ce qu'elle lisait, appliquait telle ou telle action. Il définit aussi dans son ouvrage, sans le démontrer, qu'il était possible d'inventer une machine qui pouvait être utilisée pour calculer n'importe quelle séquence. Et c'est cette affirmation qui est très importante. L'objectif que nous, on va regarder ensemble, c'est qu'est-ce qu'il faut pour avoir un ordinateur considéré Turing complet. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut pour avoir un ordinateur capable de calculer n'importe quelle séquence. Et petit spoiler, on aura une démonstration physique dans la prochaine vidéo. On va maintenant voir physiquement les éléments qu'il fallait pour réaliser un tel ordinateur. Donc pour cela, on va se concentrer sur une case de la bande mémoire, donc ce que tu vois entouré en noir à l'écran, et on va regarder tous les éléments et les capteurs physiques qu'il fallait sur le Pilot Ace pour réaliser un ordinateur Turing complet. Dans un premier temps, on doit être capable de lire ce qu'il y a sur la case. Ça se passe au niveau de ce petit capteur, qui est un capteur de luminosité électrique, et qui regarde si on a respectivement une marque noire sur la case, ou alors un carré blanc. L'opération correspondante en anglais, que j'utiliserai dans la suite de la vidéo, s'appelle load pour lecture, chargement. La deuxième opération, une fois qu'on lit, on est content, il faut qu'on puisse modifier la mémoire. Là aussi, c'était assez malin, c'était le gros rouleau que tu vois juste au-dessus, et qui contient en fait soit un effaceur, soit un tampon avec de l'encre, et ce moteur permettait de faire pivoter le rouleau de 90 degrés dans un sens ou dans l'autre, et ça permettait du coup soit d'effacer la case, soit d'écrire sur la case, soit de ne rien faire. L'opération correspondante en anglais on appellera save entre guillemets, c'est-à-dire enregistre une variable dans la mémoire. Maintenant qu'on sait lire et écrire sur la mémoire, il faut savoir se déplacer. La mémoire, pour rappel, elle correspond à un programme. Par défaut, on peut imaginer qu'elle est lue linéairement, mais est-ce qu'on se déplace dans la droite, dans la direction droite de la bande, dans la direction gauche? Ça, on ne le sait pas, et c'est toute cette partie-là de l'ordinateur qui le définit. Donc, en fonction de ce qu'il lit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se déplace vers la droite, vers la gauche, ou alors est-ce que carrément on va à une autre case mémoire pour poursuivre le programme? Donc c'est toute la logique interne de l'ordinateur qui le définit, et c'est le moteur que tu vois ici qui permet de déplacer la bande. Et Alan Turing nous explique, et ça sera démontré par la suite, qu'il faut, pour réaliser un ordinateur Turing complet, de la logique, donc là qui est à définir entre guillemets par l'utilisateur, et il nous montre qu'il faut au minimum une opération logique pour réaliser un ordinateur Turing complet. On va voir maintenant la personne qui a créé, on va dire, la base de l'architecture d'un ordinateur. Ses travaux ont été faits en parallèle avec ceux d'Alan Turing, et il a défini en fait une architecture qu'on considère aujourd'hui comme l'architecture principale pour les ordinateurs familiaux, celui que tu as chez toi par exemple.
Ça s'appelle l'architecture de von Neumann et elle se décompose de la façon suivante. On a un bloc mémoire, donc du coup qui va stocker le programme, le système d'exploitation par exemple pour un ordinateur moderne. Donc elle interagit avec une unité de contrôle et cette unité de contrôle interagit avec une unité arithmétique et logique qui contient un accumulateur. Tu rajoutes des entrées et des sorties, donc les entrées peuvent être un clavier, une souris, et les sorties peuvent être un écran d'ordinateur par exemple pour afficher des résultats, et tu obtiens du coup un ordinateur selon l'architecture de von Neumann. On va décomposer un peu chaque bloc un à un. Pour la mémoire, elle contient les données et le programme. On va distinguer deux mots que tu as peut-être déjà entendus, la RAM, qui se traduit en anglais par Random Access Memory. C'est une mémoire volatile, ça veut dire une fois que le courant est coupé, donc que tu as éteint ton ordinateur par exemple, la mémoire se réinitialise, c'est-à-dire ce qui était écrit dedans revient à l'état bas. A l'inverse, la ROM, donc Read Only Memory, c'est une mémoire non volatile, c'est-à-dire qu'une fois que tu as éteint ton ordinateur, les données persistent. C'est le cas par exemple pour une clé USB, pour un disque dur. On va parler de l'ALU maintenant, donc c'était l'unité de traitement dans le schéma de von Neumann. ALU parce qu'en anglais ça se dit Arithmetical Logic Unit, et ça se charge des opérations de base. Donc un ALU élémentaire, dans sa plus simple version, dans son plus simple apparat entre guillemets, serait capable de faire de façon non exhaustive des opérations arithmétiques, donc de l'addition, soustraction, etc. Des opérations logiques, le et, le ou, le complément à 1, à 2, etc. Et des comparaisons. Est-ce que je suis supérieur à ce nombre? Est-ce que je suis égal à ce nombre? Etc. Et enfin, le dernier bloc, le CU, donc l'unité de contrôle, le control unit, il se charge du séquençage des opérations. Ça veut dire qu'elle doit donc savoir, cette control unit, où on en est dans l'exécution du programme. Elle doit du coup être capable de lire un programme en fonction de telle instruction, j'effectue telle action. Il y a donc un lien intime avec le jeu d'instructions qu'on va définir prochainement dans une autre vidéo. Les autres composants sont donc externes à l'architecture d'un ordinateur. Tu as ici par exemple une photo non contractuelle de périphériques RGB LOL qui se branchent à un ordinateur. Ils n'en font pas partie, mais ils servent à interagir. C'est les entrées-sorties sur le schéma de von Neumann par exemple. On va maintenant voir ensemble le binaire et les unités informatiques pour que tu aies les billes pour comprendre le prochain épisode. Donc on va parler du système binaire, qui est un système de numération en base 2, et on va décrire les chiffres de cette base par un bit, donc en anglais binary digit, qui prend la valeur 0 ou 1. Il y a un lien étroit avec l'électronique analogique. On peut, pour simplifier, désigner deux états, un état haut et un état bas, donc avec des tensions, et ça va correspondre à un 0 ou un 1 informatiquement. Donc pour que tu comprennes un peu ce qui va se passer dans la prochaine vidéo, on va écrire, mettons les nombres jusqu'à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en base 2. Donc le 1 va s'écrire tout simplement 1, et le 2, on arrive déjà en fait à une dizaine en base 2, donc on met un nombre pour les dizaines, et on recommence. Donc 3, 1, 1, 4, on a 2 fois une dizaine, donc 1, 0, 0, etc., etc. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, et pour 8, 1, 0, 0, 0. Donc si jamais je veux représenter ces nombres, bien évidemment avec 4 fils, pour définir des états hauts et des états bas, de la même façon qu'avec une base décimale, si tu rajoutes des zéros devant un nombre, ça ne change pas ce nombre. Donc ici, pour définir pleinement le nombre, on va faire exactement pareil. 1, 2 et 3, il m'en manque un ici, et on est tout bon. On va maintenant voir le lien entre les bits et ce que toi tu utilises sur ton ordinateur, enfin les unités que tu vois, donc des octets. Alors le problème c'est que si jamais on utilise des bits, on va très vite manipuler des puissances de 10 et ça va être super fastidieux. On a donc posé de manière complètement aléatoire un octet, donc byte en anglais, qui correspond à 8 bits. Et ensuite on va manipuler des puissances de 10. Un mégaoctet c'est 10 puissance 6 bits. Un gigaoctet 10 puissance 9, etc., etc. Ensuite, tu manipules les puissances de 10. Une petite remarque qui est assez marrant, par moment, tu te souviens sur ton ordinateur, donc ça marche beaucoup sur Windows, cette petite remarque, tu achètes une clé USB de 2 Go, un disque dur de 500 Go, et quand tu le branches, réellement, t'en vois un peu moins. Pourquoi? Parce que Windows compte en fait en puissance de 2, ça veut dire que pour lui, 1 gigaoctet, c'est égal à 1024 mégaoctets. La notation exacte du coup pour parler de comptage sur Windows, ça serait le bioctet, le gibioctet, le mébioctet, etc. Voilà la petite bibliographie utilisée dans cette vidéo, les deux papiers.
Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur cette série sur l'architecture des ordinateurs.